Je vais ici essayer de vous montrer le lien entre le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture, en particulier l'oléiculture. Alors bon, et c'est vrai que l'oléiculture n'est pas peut-être une production clé pour la sécurité alimentaire, mais réfléchir sur les relations entre ces trois éléments, c'est quand même aussi se positionner sur cette interrogation qui est essentielle pour notre futur. Alors, déjà, on peut essayer de voir les relations entre agriculture et biodiversité. Comme tu l'as dit, Romain, on suppose qu'il va y avoir une certaine relation entre l'intensité de l'agriculture et la biodiversité. Donc là, par exemple, on voit une courbe qui a été établie par des chercheurs européens et qui a permis de repérer en fait des types d'agriculture qu'on appelle à haute valeur naturelle. C'est ceux qui occupent le sommet de la courbe. Et de les opposer à des types d'agriculture au contraire très intensives ou qui sont associés avec une biodiversité moins importante. Et bon voilà, l'oléiculture, c'est un cas intéressant parce qu'on est un petit peu dans une situation intermédiaire. Alors bon voilà, pourquoi est-ce que je présente le cas des oliveraies? Parce que c'est un cas un petit peu intermédiaire justement en termes d'intensité. C'est aussi une agriculture qui demande une certaine pérennité. C'est-à-dire qu'on fait un choix de planter des oliviers, ça va durer plusieurs années pour que l'olivier arrive à pleine production. Donc pendant ce temps-là, il peut aussi se nouer des relations entre les autres espèces végétales et les espèces animales qui vont vivre dans les vergers. Donc on va avoir une certaine biodiversité associée à ces oliveraies. Mais aussi, ça signifie que du point de vue de l'adaptation au changement climatique, il va falloir anticiper cette adaptation. On ne pourra pas, du jour au lendemain, changer, par exemple, l'agriculture et remplacer l'oléiculture par autre chose. C'est aussi un paysage qui a une dimension culturelle. Hein. Je ne vais pas développer ici le rôle de l'olivier dans l'imaginaire, mais aussi qui joue un rôle important. Je vais vous parler surtout d'un territoire que j'ai beaucoup étudié donc en Andalousie, un territoire qui est très spécialisé dans l'oléiculture, où les gens sont totalement dépendants de cette culture. Mais l'oléiculture est également développée en France. Nous y avons également fait des recherches. Et en France, les surfaces sont bien moindres, mais cette oléiculture apporte un complément économique important parce que l'huile d'olive est vendue avec des labels et à des prix assez importants. Donc elle joue aussi un rôle économique. Alors voilà cette mer d'olivier dont je parlais tout à l'heure, donc dans la Sierra Marina, qui se trouve ici, la petite tache rouge, en Andalousie orientale. Et donc ici, on a un territoire qui s'est historiquement totalement spécialisé dans l'oléiculture et particulièrement lorsque l'Espagne a été intégrée dans l'Europe. Donc ici, vous avez une photographie qui vous montre la cueillette des olives auxquelles participent également les femmes. Donc 66 000 hectares d'oliviers, ce n'est pas rien dans cette région. 95% de la surface agricole utile, ça veut dire qu'il n'y a presque plus rien d'autre qui est cultivé. 40 000 tonnes d'huile d'olive produite chaque année, dont malheureusement 80% est vendue en vrac. Donc c'est la situation inverse de la France. En France, il y a peu de surface, mais l'huile d'olive est vendue avec une bonne valorisation. Mais ici, on est dans une région qui est totalement dépendante de l'huile d'olive, mais qui néanmoins vend assez mal son produit. Là, vous avez à droite les fûts où est stockée l'huile d'olive dans des grandes huileries industrielles qui sont disséminées dans tout ce territoire pour transformer finalement le produit de l'olive en huile d'olive. Alors, quelle biodiversité peut-il y avoir dans ces oliveraies? Bon, on peut distinguer une biodiversité végétale, donc des plantes, des champignons, des animaux. Et ces espèces, elles peuvent être présentes dans les arbres, parce qu'il y a par exemple des champignons qui vivent dans les arbres, dans les oliviers. Elles peuvent être présentes sur les arbres. Alors, par exemple, tu as beaucoup parlé des oiseaux, hein, donc ils peuvent venir de temps en temps se poser sur les arbres. Et puis aussi sous les arbres. Alors, j'ai mis en rouge en fait ce que j'ai
plus étudiée, c'est-à-dire la biodiversité végétale sous les arbres et aussi dans le sol. Bon, mais dans le sol, je ne l'ai pas étudié. Alors là, par exemple, je donne un petit ordre de grandeur du nombre d'espèces qu'on va trouver, qu'on a trouvé par exemple sur des olivettes en France. Et vous voyez que les moyennes sont assez variables selon que l'on est dans des vergers qui sont exploités de façon douce, avec des pratiques peu intensives. On a un petit peu moins d'une soixantaine d'espèces. Et puis, lorsqu'on est au contraire dans des vergers qui sont très fortement, plus fortement gérés par l'homme, avec usage d'intrants, etc., vous voyez que le nombre d'espèces diminue. Bon, alors ces espèces végétales, j'ai dit que je n'ai pas étudié les espèces animales, mais on peut quand même se questionner sur les relations entre ces espèces et la faune. Alors déjà, on voit par exemple que la moitié des espèces qui sont présentes dans les oliveraies, elles ont besoin des animaux parce que ce sont les animaux qui disséminent leurs graines. Et ça aussi, cette proportion est assez sensible à l'intensité de l'agriculture, hein, puisque là, je vous donne quelques chiffres. Donc, les chiffres dans les régions les plus intenses tournent autour de 40%. Et dans des terroirs vraiment d'oliveraies extensives qui sont restaurées pour des aspects, en recherche, disons, de patrimonialisation des oliveraies, on peut avoir des proportions beaucoup plus importantes. Alors, également, les plantes qui poussent dans les oliveraies, elles ont aussi besoin des insectes pour être pollinisées. C'est-à-dire que pour que les insectes vont transporter le pollen d'une fleur à l'autre et ainsi assurer la fécondation des fleurs et la fructification donc, des plantes. Donc ça représente une proportion qui est assez importante puisque 3/4 des plantes recensées dans les oliveraies, enfin dans les oliveraies que nous avons étudiées, hein, je précise, nous n'avons pas étudié toutes les oliveraies du monde, on a étudié les oliveraies en France et nous avons étudié également les oliveraies en Espagne, en Andalousie. Eh bien, elles dépendent soit totalement, soit partiellement des insectes pour la pollinisation de leurs fleurs. Et là, il y a relativement peu de différence en fonction du pays ou de l'intensité de l'oléiculture. Finalement, on voit que les oliveraies, c'est une forme d'agriculture assez intéressante pour la biodiversité parce qu'elle permet le maintien d'une biodiversité végétale et animale dans des territoires ruraux. Alors, on peut se dire aussi à quoi vont servir toutes ces espèces qui accompagnent l'oliveraie. C'est là qu'on arrive à la notion d'agroécologie, parce que les oliveraies, eh bien, elles peuvent être sensibles à des maladies. Et là, il y a une maladie qui est très importante, qui est la mouche de l'olivier, qui est un ravageur qui cause beaucoup de dégâts. Et il y a des travaux qui ont été menés par des spécialistes qui ont montré que cette mouche pouvait être parasitée et donc détruite au stade larvaire par un parasitoïde. Voilà. Et en fait, ce parasitoïde, donc, qui permet de lutter contre la mouche de l'olivier, il est favorisé lorsqu'il y a également d'autres espèces qui sont présentes dans les vergers, notamment un autre insecte qui est un hôte secondaire de ce parasite, et aussi une plante dans laquelle ce myophyte va pouvoir s'installer en faisant des galles. Donc ça, c'est des travaux qui ont été réalisés par Warlock. Alors je me suis amusée à regarder si on trouvait beaucoup cette vinule visqueuse dans les relevés que nous avons étudiés. Bon, alors on ne les trouve pas beaucoup en Espagne, probablement parce qu'il y a eu une forte pression des produits phytosanitaires qui ont été à un moment donné très très fortement utilisés. On le trouve un peu plus en France, mais les auteurs de cette étude, donc Warlock, montre qu'il y a d'autres espèces aussi qui sont intéressantes et qui peuvent servir à héberger ce qu'on appelle ces insectes auxiliaires, c'est-à-dire les insectes qui aident finalement à la lutte contre les ravageurs. Alors, j'en viens au changement climatique. En Méditerranée, puisque l'olivier est une plante méditerranéenne, on attend une fréquence accrue des sécheresses et une augmentation des températures. Alors, les oléiculteurs que nous avons consultés en fait tout au long de notre étude savent que la floraison printanière et la fructification automnale ont besoin de températures qui ne soient pas trop chaudes pendant la journée et d'une bonne pluviosité.
Donc comment le climat va-t-il changer et quel effet cela aura sur la production d'olives? Donc c'est une question qui nous a été posée par les responsables du développement de cette région et par les oléiculteurs, et à laquelle nous avons cherché à répondre par une approche interdisciplinaire qui mobilisait à la fois les méthodes de la modélisation utilisées par les climatologues et des méthodes de sciences humaines et sociales qui s'appuyaient sur des enquêtes sur les savoirs et les perceptions. Alors ici, vous avez un exemple de la façon dont on a collaboré avec les agriculteurs. Là, vous avez en fait un modèle qu'on a construit et donc ce sont les courbes qui sont en gris et qui est comparé avec ce que l'on observe en noir. Donc ces courbes, en fait, c'est le rendement des oliveraies. Et pourquoi on a essayé de faire ce modèle? De façon à pouvoir prédire dans le futur, en fonction de ce qu'on avait prévu pour la diminution des pluies, quelle serait la diminution finalement du rendement en huile d'olive, en olive. Alors, globalement, hein, le modèle a été validé par des méthodes statistiques, mais vous voyez bien qu'il y a des années où il y a une différence assez importante entre ce que notre modèle prédit et ce qui se réalise. Alors ici, je vais surtout prendre l'exemple dans l'irrigué, mais on a fait également le même modèle dans le pluvial et les conclusions sont identiques. Donc là, par exemple, on voit que ce qui a été observé en 1995 est bien inférieur quand même à ce qui était prévu. Et donc, ça veut dire que notre modèle n'est pas très efficace lors des années très sèches. Pour quelle raison? Parce que dans les années très sèches, il y a aussi un effet de stress thermique qui est lié à l'augmentation des températures. Et notre modèle est imparfait. Nous n'avons pas pu intégrer les températures dans notre modèle. Alors ceci, nous le savions, mais cela nous a été bien sûr confirmé par les oléiculteurs à qui nous avons montré ces résultats. Alors, une autre année, c'est le contraire. Vous voyez que la production simulée est plus importante que la production réelle. Et là, les oléiculteurs que nous avons consultés pour leur demander des explications nous ont parlé du rôle des ravageurs. Et en effet, nous avons pu vérifier auprès des services statistiques qu'il y avait eu des problèmes phytosanitaires assez graves cette année-là. Et puis, dernier cas, c'est un autre cas où les données observées sont plus importantes que les données simulées. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette augmentation de la production cette année-là? Parce qu'en fait, on est 15 ans à peu près après l'arrivée massive des subventions européennes qui ont permis de subventionner des nouveaux oliviers lorsque l'Espagne est rentrée dans la communauté européenne. Donc, ce qu'on voit en fait, hein, c'est qu'il y a en effet une imperfection dans notre modèle, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte l'effet du stress thermique, mais qu'en revanche, il y a d'autres phénomènes qui sont plus aléatoires, qui n'ont rien à voir avec le climat et qui ne minorent en rien finalement la pertinence et la fiabilité de notre modèle. À partir de là, on a pu prévoir que les oliviers irrigués allaient entre 2030 et 2050 avoir une production qui allait diminuer de 3,5% et les oliviers non irrigués de 7%. Alors néanmoins, il n'y a pas que la pluie qui est importante ou les températures. Et il y a d'autres paramètres de l'adaptation qui est la question de la lutte contre les ravageurs de l'olivier. En effet, le fait que la période estivale va durer plus longtemps explique qu'il y a certains ravageurs qui vont avoir le temps de faire un cycle biologique supplémentaire. Et c'est notamment le cas de la mouche de l'olivier. On craint que le nombre de cycles de la mouche de l'olivier va augmenter. Dans ce contexte-là, il est important de préserver la biodiversité pour favoriser les plantes hôtes d'insectes auxiliaires. Je vous ai montré tout à l'heure l'intérêt d'avoir des plantes qui vont pouvoir héberger des hôtes secondaires, des parasites, mais il y a également d'autres chaînes alimentaires qui peuvent être intéressantes. Et là, bien sûr, il y a une incertitude qui est celle qui a été montrée par Romain, c'est-à-dire est-ce que finalement ces relations entre les insectes et les plantes vont pouvoir continuer à être effectives compte tenu des phénomènes de désynchronisation et de migration peut-être de certaines de ces espèces. Alors un autre paramètre qui est important pour
lutter contre le changement climatique, c'est la conservation des sols. Là, vous avez au-dessus, vous voyez, un verger où il y a eu historiquement une érosion très importante. Les oliviers sont comme suspendus, en fait. Donc, tout ce petit triangle-là, c'est l'épaisseur de sol qui est partie à cause de pratiques excessives, notamment de labour, qui sont beaucoup développées avec la mécanisation. Donc, on a pu mesurer avec des collègues qu'on pouvait avoir des pertes très importantes en terre de 5 à 25 cm en un demi-siècle. Et évidemment, ça fait aussi que nous avons des sols qui contiennent assez peu de matière organique. On a mesuré 7,5% sur des sols non mis en culture, mais ça pouvait descendre jusqu'à 1,5% sur des oliveraies très intensives. Et ça, bien sûr, ça veut dire que les sols vont peu stocker du carbone et qu'il va y avoir une faible biodiversité à la fois dans le sol et sur le sol, comme on le voit ici dans ces vergers où il y a beaucoup de sols nus. Alors, un autre problème qui se pose aussi à cette oléiculture, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire des déchets de taille. Là, actuellement, vous voyez, on peut avoir jusqu'à plus de 100 kg de déchets par arbre au moment de la taille qui se fait chaque 2 ans. Et jusqu'à présent, ce qui se faisait, c'est que les gens les brûlaient. Alors, en les brûlant, ça leur permettait de contrôler les maladies, mais évidemment, il y a un impact carbone. Donc actuellement, ils sont en train de changer leurs pratiques et de les épandre au sol avec l'espoir que ça va protéger et améliorer les sols. Mais en même temps, en laissant les déchets au sol, c'est un risque de propagation des parasites qui, nous l'avons vu, vont augmenter, dont le nombre va augmenter avec le changement climatique. Donc, nous sommes engagés avec ce groupe dans un nouveau programme qui va viser à produire des biocarburants et des molécules d'intérêt pour essayer de valoriser finalement ces déchets, atténuer l'impact carbone et puis générer des produits qui vont pouvoir avoir une valeur économique. Alors, pour conclure un petit peu, s'adapter ou atténuer le changement climatique et préserver la biodiversité dans l'agriculture, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on voit ici qu'est-ce qui va se passer avec le changement climatique. Augmentation des températures avec augmentation du stress thermique de l'olivier et augmentation des cycles de la mouche, diminution des pluies, diminution évidemment des ressources en eau. Tous les vergers irrigués exploitent ces ressources en eau. Et donc, baisse du rendement en olive. Donc là, je répète, j'ai mis les chiffres que je vous ai indiqués tout à l'heure. Comment réagir par rapport à ces menaces ? Eh bien, il y a des mesures qui sont plus ou moins faciles. Il y a une première mesure qui est assez simple, qui est de préserver les espèces auxiliaires et les sols. Et ça, il y a déjà eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par les politiques publiques européennes pour orienter les subventions agricoles, pour favoriser les pratiques qui allaient protéger les sols contre l'érosion. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Bon, ils n'en sont pas encore vraiment à la protection de la biodiversité, mais déjà, ils ont pensé à la protection des sols. C'est déjà pas mal. Une autre solution, ça sera de mieux gérer l'eau d'irrigation. Actuellement, il y a pas mal de gâchis qui est fait, une surirrigation, parfois des dotations très importantes. Dans le futur, les ressources en eau vont diminuer entre 8 et 24%, c'est ce que nous avons prévu. Donc, il va falloir, bien sûr, mieux partager cette ressource en eau et diminuer également l'eau d'irrigation qui est appliquée sur les oliviers. Valoriser les déchets, valoriser l'huile. Comme je vous ai dit, une des faiblesses de cette région, c'est qu'il n'y a pas de valorisation économique finalement du produit. Et supporter une baisse de rendement, c'est plus facile si on arrive à mieux valoriser le produit et à augmenter son prix de vente. Et puis, il y a ensuite des solutions plus radicales, c'est-à-dire changer les vergers, planter de nouvelles variétés, planter plus haut en altitude. Alors ça, c'est possible à l'intérieur de cette région, parce que vous avez vu qu'il y a des montagnes et qu'on pourrait faire déplacer les vergers plus haut en altitude. Ça demande évidemment 15 ans d'anticipation. Et puis après, il y a une solution encore plus radicale, c'est-à-dire
arrêter de faire d'olivier et le planter plus au nord dans une autre région. Mais là, c'est pour ça qu'il est très important pour travailler efficacement de développer une démarche participative. Alors cette fois-ci, c'est une démarche qui n'est pas anonymisée comme celle que vous menez à Viginature, c'est-à-dire qu'il y a un travail d'atelier participatif qui est réalisé. On associe les oléiculteurs à toutes les étapes de la recherche où on intègre leur savoir et on a récemment réalisé des ateliers participatifs pour susciter l'émergence de stratégies d'adaptation et d'atténuation de leur part, que eux fassent des propositions, et également le dialogue entre acteurs, quelque chose qui nous a fortement impressionné, c'est la capacité d'écoute entre eux. Il y avait véritablement des échanges très importants. Donc là, c'est un volet du travail qu'on commence maintenant avec eux et qu'on espère pouvoir poursuivre.